Ça m'est déjà arrivé de me faire... de me prendre des remarques par des mecs qui vont dire ah mais pourquoi tu t'es pas lissé les cheveux, c'est tellement plus beau quand t'as les cheveux lisses. C'est beaucoup l'environnement qui fait ça. Enfin moi, quand j'ai déménagé à Meerhout, j'ai trop kiffé le fait d'avoir vraiment une communauté autour de toi. Tu vas dans la rue, les gens se disent bonjour. Non, je pense que mes parents ils étaient vraiment genre tu peux faire ce que tu veux, surtout si ça a une relation avec les maths. Ok. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle interview. Aujourd'hui je suis avec Sabria, qui sera mon invitée. Ravie que tu sois avec moi aujourd'hui. Ravie d'être là aussi, coucou. Nous on se connaît du salon de coiffure basique dans lequel j'ai travaillé pendant 4 ans. À l'époque je te coiffais et donc c'est comme ça que toi et moi on s'est rencontrés pour la première fois. J'aimerais parler avec toi de pas mal de choses, mais j'aimerais qu'on commence par le début, à savoir ton enfance. Savoir dans quelle région du monde tu as grandi, quelle éducation tu as reçue, si c'était plutôt une éducation stricte ou plutôt une éducation à la cool. Comment est-ce que tu as été éduquée? Alors moi j'ai grandi donc en région parisienne, d'un papa marocain et d'une maman franco-anglaise. Éducation plutôt stricte, je dirais, due au papa marocain, pas forcément conservateur religieux, juste strict. Bon, il était CPE donc voilà. Ça file droit. Et donc j'ai vécu du coup jusqu'à mes 18 ans là-bas. Après j'ai fait mes études à Londres. Donc t'as grandi où jusqu'à 18 ans? En région parisienne. Région parisienne, Ouais. En Paris ou plutôt en banlieue? Non, en banlieue sud vers Bourg-la-Reine. Ok. Et donc à 18 ans je suis partie à Londres parce que je rêvais d'autre chose. Et je voulais un peu découvrir mes racines anglaises. On va juste revenir sur ce passage-là de l'adolescence avant que tu partes. C'est une période qui est un peu charnière dans le sens où on se construit déjà intellectuellement, mais on se construit aussi sur l'aspect physique, à savoir le corps, les cheveux. Tu as de magnifiques cheveux frisés et j'aimerais bien qu'on vienne là-dessus. Sur cette époque où on a tendance à suivre un peu le groupe, à se dire voilà, je vais défriser parce que tout le monde a les cheveux défrisés, parce qu'on me fait peut-être des reproches. Comment ça c'est pour toi? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as résisté, entre guillemets? Comment tu as géré ça? Alors moi les cheveux, sachant que j'ai quand même grandi dans un environnement où il y avait très peu de personnes non blanches, c'est vrai que j'ai été parfois traitée de caniche, toutes ces insultes classiques. J'en ai pas énormément souffert en vrai, ça n'a pas été un truc atroce, mais ça s'est quand même passé. Après j'avais la chance qu'à la maison, mes parents et surtout ma mère, comme elle est blanche, elle trouvait que les looks c'était hyper beau. Enfin, elle n'a pas en fait tout ce bagage émotionnel que peuvent avoir des mamans qui ne sont pas blanches. Donc du coup, elle trouvait ça super beau, les boucles, elle m'encourageait à les garder et tout. Donc j'ai eu un environnement familial extrêmement... j'ai eu beaucoup de soutien. Ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Donc dans ce sens-là, j'ai eu de la chance. Ma construction par rapport à mes cheveux a été négative à travers le regard... parfois extérieur, mais pas dans le cocon familial. Donc déjà, ça c'est déjà quelque chose de précieux. Ouais. Ma mère mettait des petites barrettes, elle était une petite décoration et tout. C'est ça, ouais. Elle était pas contente. Moi, quand je lui ai dit, quand je suis devenue ado, que je voulais acheter un lisseur, elle n'était pas du tout ravie. Bon, elle l'a fait parce que il y a eu la pression de ma part, mais elle était pas pour. Alors moi, je me lissais la mèche. Tu vois, la frange. C'est ça. Tu la mettais sur le côté. Mais bien sûr. En mode méga émo. Ouais. C'est venu plus tard le défrisage avec les produits quand j'étais ado, pas du tout. Mais en fait, j'ai habité au Liban à un moment. Et malheureusement, au Liban, il y a vraiment la culture des standards de beauté occidentaux. C'est-à-dire que les nanas se lissent énormément les cheveux, elles se les teindent en blond.
et allant chez le coiffeur vraiment en permanence. Toutes les semaines. Toutes les semaines, avant le week-end. Et enfin, c'est considéré très négligé, entre guillemets, de ne pas avoir les cheveux lissés, etc. Donc, quand je suis arrivée au Liban, moi j'ai subi cette pression non dite de il faut se lisser les cheveux et tout. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la kératine. C'était pas cher aussi en plus, le coiffeur au Liban, c'est pas très très cher. Donc il y a non seulement la pression sociale, mais en plus l'accessibilité du truc qui fait que c'est un peu un engrenage infernal. Tu glisses facilement. Ouais. Et on m'a déjà dit, enfin voilà, la pression sur l'apparence dans la société libanaise étant extrêmement forte, ça m'est déjà arrivé de me faire, de me prendre des remarques par des mecs qui vont dire ah mais pourquoi tu t'es pas lissé les cheveux, c'est tellement plus beau quand t'as les cheveux lisses. Enfin vraiment aucune gêne quoi. Plus beau, on te dit aussi plus féminin, comme si le fait de plus pro. dire ouais plus pro. Ouais. Il y a vraiment ce truc de, il y a rien qui va quand tu te lisses pas les cheveux. Bah ça sous-entend que si tu te lisses pas les cheveux, t'es négligé, tu prends pas soin de toi. Ce qui est vachement, évidemment c'est hyper toxique comme façon de penser. Mais beaucoup de gens au Liban s'en rendent pas forcément compte. Moi j'avais beaucoup posé la question autour de moi, ah mais tu te rends compte que le fait que tu veux tellement te lisser les cheveux et les teindre en blond, c'est parce que tu veux te soumettre à des standards de beauté occidentaux, etc. Et beaucoup de gens sont dans le déni. Il n'y avait pas énormément de compréhension autour de ces enjeux, etc. De questionnement. Ouais, c'était juste, voilà, tu te lisses les cheveux, il y a 50 coiffeurs dans chaque rue, c'est comme ça quoi. C'est comme prendre une douche, quoi, si tu le fais pas, c'est que t'es sale. Rien à voir, mais j'aimerais aborder la notion de féminisme, parce que on est des femmes toutes les deux. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu alors, des premières fois où tu t'es rendu compte que t'étais une femme, que tu vivais dans un monde où être une femme c'était pas forcément évident. Est-ce que c'était l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte? Est-ce que tu as des souvenirs de ça ou pas? Ou même dans ton éducation par exemple, tout bête? Je me souviens pas d'une fois en particulier où je me suis dit ah ben en fait je suis une femme et je suis pas traitée de la même manière que les hommes. Je pense que ça a été vraiment très graduel. Enfin, je sentais que les inégalités étaient là, tu vois. Tu te rends compte que parfois le soir, tes amis, mecs, ils sont pas. Ils ont moins peur que toi, quoi. Ouais, que tu as des réflexes, ou en tout cas que moi je sais que c'est ma mère qui nous a dit certaines choses et je sais que aux garçons on leur dit pas, donc c'est peut-être ça. Et est-ce que dans l'éducation que tu as reçue, c'était t'es une femme, si tu veux être astronaute, tu seras astronaute? Ou alors au contraire, il y avait ce truc de peut-être minimiser un petit peu tes conquêtes ou amoindrir tes rêves, je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Non, je pense que mes parents ils étaient vraiment genre tu peux faire ce que tu veux, surtout si ça a une relation avec les maths. Ok. Papa arabe, vraiment. Bon, il y a tout ce truc de tu vois, c'est super si tu peux être un docteur, un ingénieur, voilà, tout ça. Non, moi c'était juste fait de bonnes études. Genre c'était vraiment. Et laisse les portes ouvertes. Les grandes portes ouvertes, ça c'était super important. Genre ne t'enferme pas dans un truc hyper niche. Je pense que si j'avais dit à mes parents que je voulais faire un truc artistique, ils auraient eu une crise cardiaque. Ouais. Bon, après, comme j'étais intéressée par les sciences politiques, tout ça, ça va, c'était acceptable pour eux, c'était respectable, donc ça allait. Mais bon, j'avais essayé d'expliquer que je pouvais arriver à ça en faisant un bac littéraire. Ouais. Mais ça n'a pas été impossible. Tu vas faire ton bac des maths, sinon. C'est ça. Et ces études-là, justement, est-ce que tu peux m'en parler? Parce que je connais un peu comme tout le monde, mais de loin, en fait, j'ai jamais mis le pied là-dedans, dans cet univers. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se déroule, même comment le parcours se fait? Bah alors du coup, bon, moi comme c'était en Angleterre, c'est pas forcément représentatif de ce qui se fait en France. Mais souvent, t'as de la théorie politique, donc les grands concepts de pensée. Après, t'as aussi... tu peux choisir une spécialisation régionale. Moi, je suis intéressée par le Moyen-Orient, mais dans mon cursus, en tout cas à la fac à Londres, je me suis pas spécialisée, on n'avait pas la possibilité de se spécialiser. Ok. T'as aussi des langues, du coup, c'est quand même important si t'es intéressé par les relations internationales en général d'apprendre. C'est le minimum. Voilà, c'est le minimum. On sait bien, on vous voit, hein, les experts du Moyen-Orient qui parlent pas arabe, c'est pas possible.
Donc c'était voilà, il y avait un mix d'un peu de tout, et puis après tu étudies le système international en lui-même, les relations entre les États. Et après, donc moi comme j'étais en Angleterre, on a appris aussi comment le système politique anglais spécifiquement fonctionne, avec la monarchie constitutionnelle, etc. quoi. Parce qu'en plus, il y a vraiment une histoire particulière en Angleterre qui est très différente de la nôtre. Du coup, quand nous on regarde ce qui se passe, on a un peu ce truc de mais c'est un peu moyen-âge, enfin moyen-âge dans le sens où la royauté, la place de la royauté. C'est littéralement moyen-âge. Oui, c'est vrai en plus. Et comment, avec quel œil tu l'abordes cette notion-là de les rois sont encore très importants, enfin les reines pour le coup et les rois sont très importants? Ouais, je pense que c'est très factuel. Enfin, en Angleterre, en fait, il y a cette dichotomie qui existe entre on est une démocratie occidentale, etc. Et en même temps, on est une monarchie. On n'avait pas. Enfin, il n'y a aucune. On vous enseigne pas à vénérer la reine ou quoi que ce soit, hein, mais c'est vrai que quand on est français, ça peut paraître assez étrange. Bon, moi ayant une mère anglaise, c'est vrai que ça me choque peut-être moins que d'autres personnes, parce que bon, voilà, j'ai toujours su que c'était un truc, on n'est pas du tout royaliste dans ma famille, mais bon, c'était quelque chose. Ça fait un peu partie, c'est comme l'équivalent de la pop culture, tu vois, c'est ça. Mais t'as les codes en fait. C'est ça, moi par exemple, le mariage de Kate et William, je l'ai regardé avec ma mère, c'était un jour d'école, je suis pas allée en cours, j'ai dit que j'étais bête. Vous êtes pas royaliste, hein? On n'est pas royaliste, mais c'est un grand événement que tu regardes, voilà, c'était c'était un moment avec ma mère, tu vois, qui nous a unis par rapport à ça. Donc voilà. Et pour le reste de ton parcours, vu que tu l'as fait en français ou en anglais, parce que tu étais à Londres donc, Alors à Londres, donc, c'était en anglais, okay. Tout était en anglais, et puis après j'ai déménagé au Liban. Okay. Donc à Beyrouth, la première année, donc j'ai fait des études d'arabe, c'était à une des universités américaines. Donc là, c'était enseigné en anglais. Toujours dans la même idée de faire les mêmes études ou d'autres? Non, toujours la même chose, mais justement, je voulais pas devenir un de ces experts de la Syrie qui ne parle pas arabe. Okay. Donc ne parlant pas parfaitement arabe et ayant des bases, mais n'ayant pas vraiment pratiqué, je m'étais dit non, il faut vraiment que je me remette à l'arabe et que j'améliore vraiment mon niveau. Donc voilà, j'avais décidé de partir à Beyrouth toute seule à 21 ans et d'étudier l'arabe, parce que pour moi Beyrouth c'était un peu, tu vois, genre c'est le seul pays du Moyen-Orient qui a ce truc de l'anglais et du français. La plupart des pays arabes, ils sont très bien, enfin vraiment. Okay. Ouais, genre c'est vraiment, enfin la moitié de la population parle un peu, même il y a même certaines personnes qui parlent et anglais et français et arabe. Et genre au Maroc par exemple, nous on n'a que le français, et dans les pays du Golfe c'est plutôt l'anglais en général. Donc voilà, moi ça faisait écho à mon propre background, donc j'étais là genre ouais, trop cool. Et je savais que le Liban c'était un pays arabe assez moins conservateur en tout cas que genre le Maroc, etc. Et qu'on pouvait y faire la teuf de ouf. C'est beaucoup l'environnement qui fait ça. Enfin moi, quand j'ai déménagé à Beyrouth, j'ai trop kiffé le fait d'avoir vraiment une communauté autour de toi. Tu vas dans la rue, les gens se disent bonjour, tu tapes à discuter avec absolument tout le monde. Et quand j'étais gosse, je supportais pas quand on allait au resto, mon père il parlait pendant des heures avec les serveurs et tout. Ça me rendait ouf. J'étais là genre, il y a ma mère et ma soeur et moi, pourquoi tu nous parles pas à nous, tu vois? Et il nous parlait évidemment, mais moi je comprenais pas pourquoi il voulait tellement parler avec genre quelqu'un que vous connaissez pas quoi. Et maintenant je fais la même chose. Genre, à Beyrouth, tu sais, je m'installais, j'allais dans un bar et tu tapes la discute avec le barman et genre, c'est juste totalement naturel et tu peux faire ça pendant 30 minutes quoi, no problème. Et il y avait vraiment cette communauté où tout le monde se parle, tout le monde se précipite pour t'aider, enfin, et c'est normal et naturel, tu vois. J'aimerais aussi qu'on parle si on parlait de vie stressante, etc., rien à voir, on va parler du couple. Le couple, c'est une sorte de cocon dans lequel on peut se retrouver, en tout cas quand le couple va bien. On reprend un peu de l'énergie, quelque chose d'un peu chaleureux. Est-ce que toi, tu peux m'en parler? Déjà, quelle vision du couple as-tu avec ta partenaire? Parce que oui, ça fait encore. Écoute, moi, mon copain il est libanais, donc j'ai la chance d'avoir cette chaleur à disposition. Tu l'as rencontré au Liban du coup? Non, on s'est rencontrés à Paris, dans une soirée de libanais. Ok.
Du coup, lui, il a le parcours un peu classique des Libanais dont les parents ont vécu en France pendant la guerre civile, qui a duré après les années 70 à 90. Et donc, du coup, il a fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Beyrouth. Et donc, du coup, lui, il a vraiment cette double culture. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien, c'est que on a beaucoup de référents culturels. On partage certains référents culturels, on a aussi des choses pas en commun, entre guillemets. Mais j'ai cette familiarité, cette chaleur et tout avec lui. Donc, j'ai ce confort, entre guillemets. Dans la notion même de couple, est-ce que vous avez, parce qu'on a tous des couples différents, je pense, est-ce qu'il y a une chose qui fait que vous vous retrouvez, mais quand vous en parlez par exemple à l'extérieur, ou quand vous voyez les couples à l'extérieur, vous vous dites il y a quand même une différence de façon de penser, une façon de gérer les choses un peu différente des autres? Moi j'ai habité dans plusieurs pays, je suis rentrée à Londres cette année par exemple, et lui il était encore à Paris. Donc je pense que peut-être la longue distance, je sais pas. Moi j'ai un fonctionnement assez indépendant en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a des couples qui ont besoin de passer chaque moment ensemble et tout. Moi je suis quelqu'un de très très indépendant, donc c'est vrai que j'ai besoin aussi de voir mes potes, faire mes trucs de mon côté, etc. J'étais clairement pas en mode genre est-ce que je peux, et sans même rentrer dans le truc de demander la permission ou quoi. Ah non, même pas, je parle genre même pas ça. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit, c'était plutôt genre non, je suis quelqu'un d'indépendant, des fois tu le sais parce que tu sais que la personne elle voyage chez moi et après tu verras. Je pense que c'est assez évident quand les personnes me rencontrent assez rapidement dans n'importe quel cadre que je fais des trucs toute seule. J'avoue, je fais des trucs avec des potes. Fois, et je sais pas non plus passer 4 heures à te coiffer, je le sais déjà donc. Je pense que c'est naturellement, c'est un truc, je suis comme ça quoi. Genre, j'aime mon temps seul. Si par exemple je veux aller à une expo et que personne n'est dispo pour y aller le jour où je veux y aller, je vais y aller. J'ai pas envie de passer à côté de trucs parce que personne ne peut venir avec moi, tu vois. Y a des choses que je préfère faire avec ma copine qui adore ça, ou tu vois, évidemment, il y a des choses que je préfère largement partager, mais après, j'arbitre, tu vois. S'il y a quelque chose que j'ai trop envie de faire, je vais le faire en fait. C'est tout à fait d'accord, clairement. Et je me souviens qu'un jour, t'étais au salon et on parlait du fait que toi, par exemple, t'avais un sommeil hyper léger. Et que le moindre bruit te réveillait et que ça te pourrissait ta nuit parce que t'arrivais pas à t'endormir. Est-ce que tu peux alors déjà expliquer, parce que moi je sais, mais eux ne savent pas, si tu veux bien après. Le sommeil, c'est un des plus gros problèmes de ma vie. Je sais pas, j'ai toujours eu le sommeil léger, franchement j'ai aucune idée pourquoi. C'est juste, je suis juste comme ça. Du coup, je sais pas si tu vis avec ton partenaire ou pas, mais comment tu gères le sommeil, parce que souvent les mecs ronflent. Parce que non, le mec on fait pas trop heureusement, mais déjà on vit pas ensemble. Mais je lui ai dit que si on emménage ensemble, moi je veux qu'on fasse chambre à part. Et ça c'est un truc, genre au début il était assez surpris. Je pense qu'aujourd'hui c'est encore quelque chose qui est très connoté en mode mais ça va pas en fait. Si vous ne dormez pas dans le même lit, ça ne va pas. Alors que moi c'est simplement une question de il faut que je vis. Voilà, c'est ça. Genre si je dors pas, en plus je supporte hyper mal le manque de sommeil. Donc, c'est une forme de torture. C'est ça, exactement. Pour moi c'est de la torture. Donc du coup je pense que moi je voudrais faire chambre à part. Ça veut pas dire qu'on va jamais dormir ensemble, tu vois, mais ça veut dire que quand même on a 2 chambres et que quand j'ai envie d'aller dormir seule, je peux, tu vois. Ouais, c'est pas la crise de lire à chaque fois. C'est ça. Genre si un jour je veux me coucher beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard, me lever plus tôt, plus tard, machin et tout, et je peux, et je vais pas le déranger, il va pas me déranger, on a notre indépendance par rapport au sommeil et tout. Et d'ailleurs il y a plein d'études qui montrent, en vrai quand tu dors avec ton partenaire, en général ça dégrade la qualité de ton sommeil. Après, il y a des gens pour qui ça le fait pas, et il y a des gens qui vivent très bien avec ça, etc. Et il y a des gens qui savent. Et il y a des gens qui savent même pas en fait, qui dormiraient mieux sans leur partenaire parce que pour eux c'est même pas une option en fait. Je pense que socialement ils ont jamais envisagé le truc en fait. Alors que moi ça m'angoisse de me dire que je vais dormir dans le même lit que quelqu'un, que ce soit mon mec, mon chat, ma mère, ma pote, mes potes, merci beaucoup. Franchement, quand on part en vacances, elles nous permettent de. Elles dorment ensemble, elles me donnent nos chambres. Franchement, Marie et Sabine, merci beaucoup pour la Grèce. Mais non, je peux pas. Franchement, j'aimerais parce que c'est chiant en vrai, tu vois. Mais bon, c'est mon fonctionnement et il faut que je m'assure de pouvoir survivre. Donc voilà. Normal.
Et tu me parlais de quelque chose qui traverse l'esprit de certains et pas d'autres. Parler d'argent, on en parlait juste avant la vidéo. C'est un sujet qui me... justement, on fait le même cheminement toi et moi en ce moment. T'as 29, j'ai 30 ans, et en fait, on est en train de penser à l'argent, sachant qu'on a la même façon de voir l'argent et les économies. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'économise pas, on ne sait pas gérer l'argent, on ne l'a pas appris. Et j'aimerais bien justement voir un petit peu quel est ton cheminement, sachant que on t'a pas forcément appris à gérer l'argent. Pour quelle raison? À toi. Alors moi, mes parents, ils ont toujours cherché à nous protéger, ma soeur et moi, des soucis d'argent. Donc mon père vient d'une famille qui n'est pas particulièrement... qui était assez modeste. Et ma mère, c'était genre middle class anglaise. Mais ils étaient vraiment tous les deux en mode on ne veut pas que vous stressiez là-dessus, concentrez-vous sur vos études, etc. En vrai, on a eu beaucoup de chance, tu vois. C'est des gens qui ont vraiment essayé qu'on ait une enfance la plus stress-free possible pour l'argent. Mais du coup, ça veut aussi dire que moi, déjà, je suis très dépensière naturellement, tu vois. J'aime les belles choses et j'aime les expériences et j'aime voyager et j'adore manger. Donc forcément, c'est des choses qui coûtent. Et du coup, en fait, quand j'ai été lâchée à Londres, à Beyrouth, tout ce que tu veux, en fait, moi, j'ai grave profité et j'ai pas trop économisé. Genre, moi, j'étais là en mode non, mais en fait, je veux mon Moscow Mule. Pourquoi je vais mettre 10 € de côté? C'est juste 10 € et je préfère boire maintenant, tu vois. Manger mon manouché, tu sais, c'est les petites pizzas libanaises là, avec des aratas et du fromage. Donc du coup, voilà, j'ai pas trop économisé. Et puis maintenant, en fait, on est en 2023, j'ai presque 30 ans. Et je commence à me dire, en fait, on n'aura pas de retraite, tout ça, donc il va falloir... Il faut quand même mettre un peu d'argent de côté. Et bon, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont propriétaires de leur appartement. Donc à leur décès, j'aurai un petit quelque chose. Mais je me dis que c'est hyper glauque, j'ai pas envie de compter là-dessus déjà. Parce que j'aimerais que... C'est pas le truc le plus fiable non plus, le moment d'or de l'aspect... Dans tous les cas, je pense que je devrais pouvoir moi-même gérer le truc. Donc du coup, j'ai décidé de m'éduquer financièrement et voilà. Et cette éducation financière, c'est comment tu fais? Parce qu'on n'a pas appris à l'école, on n'a pas forcément appris à l'adolescence. Idée en or pour la prochaine réforme du baccalauréat. Ouais. Ajouter l'éducation financière. Ça n'arrivera jamais parce que si ça arrive, ça peut modifier tout un système et je suis pas sûre qu'ils aient envie de changer les choses. Mais du coup, comment tu gères cette éducation? Est-ce que tu t'inspires de personnes? Est-ce que tu regardes des vidéos? Est-ce que tu lis des livres? Comment tu fais? Alors, il y a pas mal de newsletters super cool sur internet qui parlent d'éducation financière et surtout pour les femmes. Moi, je trouvais que c'était un angle important parce que vraiment, je pense depuis que je suis jeune, pour moi, investissement et tout, c'est un truc de crypto bros, tu sais, c'est un truc qui me paraissait très... je pensais qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour parler d'argent, investir, tout ce que tu voulais et tout. Et moi, j'étais là, en fait, j'ai pas ça, donc c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Alors en fait, une fois que vous apprendrez sur les intérêts composés, vous comprendrez. Elle a un niveau, je pense, qui est au-dessus du mien. Non, je te jure que c'est pas compliqué. Tu sais, c'est juste le concept que sur tu mets 10 € de côté pendant un mois. Et en fait, tu vas gagner des intérêts là-dessus. Et à la fin de l'année, tu gagneras, même si tu rajoutes rien à cet argent, tu vas gagner aussi des intérêts sur les intérêts que tu as gagnés. Donc, c'est-à-dire que en fait, ça vaut la peine de mettre ne serait-ce qu'une toute petite somme par mois de côté, parce que au fur et à mesure des années, ça va faire des petits. Ça va se reproduire. Et du coup, je pense que déjà un concept basique comme ça, tu vois, moi j'ai appris ça sur le tard aussi. Et du coup, je me suis vraiment dit, il faut apprendre. Donc là, je suis à fond dans les newsletters, notamment, je sais pas si je peux citer les noms, mais il y a Plan Cash, il y a Vive Media, il y a Snowball, il y a plein de newsletters vraiment très bien. Et il y en a énormément d'autres aussi qui sont pas forcément féministes ou quoi, mais voilà, elles sont vraiment super bien. Et celles qui sont féministes spécifiquement, elles sont aussi... en fait, elles t'expliquent pourquoi... moi, ça m'a vraiment fait
moment, tu vois, en mode genre j'ai compris pourquoi je m'étais pas intéressée à ça avant. C'est-à-dire que en général, les sujets d'investissement, comment faire augmenter ton capital et tout, bah en fait, en France, souvent c'est tourné vers les hommes. Ouais. Genre si tu regardes la couverture de Challenge, Blanc. les hommes blancs d'un certain âge en plus, tu vois. Ouais, dans un certain âge. Dans un Donc, foyer hétéro. voilà, Précisation. genre vraiment le truc basique quoi. Et si tu regardes la couverture de Challenge, c'est souvent c'est noir, t'as un mec avec des cheveux de riche, tu sais, Cheveux de riche. Ah, tu connais pas? C'était un... Si, je connais, Ouais. mais l'expression me. J'aime beaucoup. J'adore moi aussi. Et donc du coup, enfin, ça te parle pas quoi. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait une couverture rose avec des petits cœurs et des licornes pour que je m'y intéresse. Mais c'est vrai que tu te sens moins représenté et du coup, bah voilà. Et quand ces magazines parlent aux femmes, c'est genre Gradia, Elle, Cosmopolitan, machin, qui te dit comment économiser pendant les soldes, comment maximiser ton budget. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment en fait Comment préparer tes vacances. Voilà, et c'est toujours dans une optique de comment rationaliser l'argent que tu as déjà. C'est pas comment construire un capital, entre guillemets, tu vois, ou comment assurer des arrières dans le futur. On peut être d'accord ou pas avec la notion de capital, de capitalisme, etc. Mais à un moment, en fait, quand tu vis dans cette société, il faut que tu penses à ton avenir. Donc t'es obligé d'accumuler un petit peu de capital. Sauf si tu veux aller vivre en autosuffisance, etc. Trop cool, mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Et donc du coup, en fait, moi, je mettais... Enfin, je faisais l'autruche, tu vois. J'étais là en mode, non, mais de toute façon, voilà, c'est pas... Plus tard, le capitalisme, voilà. Sauf que bon... Et donc du coup, voilà, les magazines féminins ne t'apprennent pas à préparer le futur, tout simplement. Ils te disent comment maximiser le présent. Et donc du coup, dans un couple de classe moyenne, hétéro, blanc, tout ce que tu veux, et ben souvent, évidemment, c'est le mec qui gagne un peu plus, et c'est lui qui va s'occuper des investissements du couple, qui va ouvrir une assurance vie, tout ce que tu veux, même faire des investissements potentiellement plus risqués. Et la meuf, elle va s'occuper du budget, tu vois, les trucs comme ça. Et en cas de séparation, souvent, c'est la femme qui voit son niveau de vie baisser dramatiquement. Il y a une journaliste qui s'appelle Tessio Lecoq qui a travaillé là-dessus, elle a un super podcast aussi là-dessus, et elle, sur l'argent et le couple. Et elle a inventé cette théorie du pot de yaourt qui, en fait, postule qu'en cas de séparation, l'homme souvent, alors déjà lui, si quand même il gagne plus dans la plupart des cas, c'est l'assurance, la maison est soit que à son nom, soit en tout cas il a payé plus pour rembourser le prêt. C'est lui qui a aussi le prêt pour la voiture, c'est lui qui avait plus de reste à vivre, donc il a plus investi, etc. Et la femme, elle a payé quoi? La cantine des enfants, les courses, les factures d'électricité, enfin les trucs qui disparaissent. C'est ça, les trucs qui disparaissent, et donc il lui reste quoi? Bah les pots de yaourt. Et je trouve que c'est une théorie qui illustre hyper bien la relation qu'on peut avoir à l'argent. Et moi, c'est vraiment un truc dans lequel je veux pas tomber. Et du coup, j'ai décidé que pour ça, une seule solution, l'éducation. Donc voilà. Et cette notion-là de je commence à être un peu plus autonome, à être un peu plus faire attention, est-ce que justement ça a créé des discussions que tu pensais pas avoir, à te dire voilà, on va parler de ça, on va parler du budget, parler de l'argent, parler des économies. Est-ce que parler d'argent c'est quelque chose qui vous pose problème, ou au contraire c'est quelque chose, ça s'est fait tout seul en fait? Non, ça s'est fait hyper tout seul. Enfin, mon copain il est hyper ouvert à tout et à la discussion, etc. Donc voilà, ça n'a pas du tout été un problème. On est en train d'apprendre ensemble, on regarde des vidéos, des podcasts, des newsletters. Il y a une série aussi sur Netflix, c'est cool. Ouais, lui aussi, il essaye vraiment. On est tous les deux assez dépensiers, donc on peut vraiment essayer de rationaliser nos dépenses, etc. Et en fait, quand tu t'intéresses à ça, tu peux, si t'es pas hyper responsable avec l'argent, t'es assez dépensier, en fait, ce qui est hyper gratifiant, c'est que tu fais baisser tes dépenses super vite. Genre, une fois que tu commences à être beaucoup plus responsable, donc en fait, le mois d'après, t'as économisé. Et du coup, ça, c'est hyper cool et je trouve que c'est super motivant en fait. Parce que voilà, disons que la gratification instantanée que je n'ai pas
avec un super repas ou je vois une nouvelle jupe, un truc comme ça, je l'ai avec à la fin du mois avoir plus d'argent sur mon compte en banque. Donc ça marche plutôt bien. Stressé 10 fois moins aussi. Aussi. Enfin, je sais qu'à l'époque où j'économisais pas du tout, à chaque fois que j'allais voir mon compte en banque, j'étais là dans le déni. Après, du coup, tu le regardes jamais parce que ça te stresse de ouf. Et là, tu te dis, ok, de toute façon, je sais, j'ai économisé ça va. Et justement, donc, toujours en restant dans le couple, j'aimerais bien parler de la notion d'avoir des enfants. Comme je disais tout à l'heure, on est en 2023, on se pose des questions surtout sur l'éducation, sur le rapport à la parentalité, l'écologie. Est-ce que toi, le fait d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui te parle? Pas du tout, un petit peu, tu sais pas trop? Alors moi, les enfants, c'est vrai que j'étais assez... Enfin, ça me laissait de marbre jusqu'à relativement récemment. J'ai des considérations... évidemment que je me pose des questions sur la planète, tout ça. Enfin, je pense que c'est... T'es en 2023, t'as quasiment 30 ans, c'est quasiment impossible que tu poses pas ces questions en France aujourd'hui. Je dis en France parce que je pense que ça dépend quand même beaucoup des pays. Déjà, est-ce que tu manges, est-ce que tu es en sécurité et une fois mais même pas juste ça, c'est juste culturellement. Enfin, vraiment, moi je vois dans ma famille au Maroc ou chez mes potes libanais qui habitent encore au Liban ou quoi, enfin, la question de ne pas avoir d'enfant se pose beaucoup moins. Parce que culturellement, c'est pas forcément. Il y a tellement une pression sociale pour avoir des enfants pour bien faire ta vie, ce qui était aussi encore le cas en France jusqu'à récemment, que c'est encore quelque chose qui est assez mal vu de ne pas avoir des enfants malheureusement, alors que tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, ton choix, ta vie, voilà. Donc là je vais parler spécifiquement de la France. Je pense que moi autour de moi j'ai des amis qui veulent des enfants et d'autres qui n'en veulent pas. Je pense que c'est à peu près 50-50. Moi personnellement, je pense que j'en voudrais. J'étais pas sûre, je suis toujours pas à 100% sûre, mais je pense que j'en voudrais. J'ai envie d'avoir un petit bébé qui a des belles boucles. Et non, mais genre en vrai, je pense que j'ai envie de transmettre un truc. J'aimerais bien créer un être qui est féministe et qui participe à améliorer le monde entre nous deux. Genre mais je vais être tellement chiante comme mère. Enfin, tu vois, je pense que je vais tellement vouloir que toutes les mères le sont, hein, mais j'aurais tellement envie d'éduquer mon enfant pour qu'il soit pas qu'il fasse les choses correctement dans le monde et qu'il participe à améliorer le monde, que je pense que je serais potentiellement un peu relou. Je pense, quand tu dis ça, ça me fait penser au fait que je pense être, si un jour je suis mère, être la mère, tu sais, limite, voilà, s'assoit sur le canapé, tu me dis tout ce qui se passe dans ton cœur. Tu sais, la mère insupportable, qui est pas forcément la mère poule, mais vraiment ce truc de... il faut parler, tu vois, il faut tout nous dire, et du coup... je pense que ça aussi, pareil, ça c'est un truc générationnel et tout. Moi aussi, je veux que mes enfants, ils puissent venir me parler de tout et n'importe quoi. Et ça, pour moi, c'est super important, je pense. Parce que j'avais pas forcément cette relation-là avec mes parents, parce qu'ils étaient stricts et il y avait des choses dont je voulais pas leur parler, etc. Donc, moi, j'aimerais que mes enfants puissent faire ça avec moi. Sans non plus tomber dans le truc de, genre... vraiment, tu vois, la meilleure copine. Mais non. Genre moi, c'est quelque chose... encore une fois, tu vois, c'est un truc que j'ai vu au Liban. Où les mères, elles font tout avec leurs filles et elles sont là, oui, c'est ma meilleure copine et tout. Et ça peut être un peu toxique, surtout par rapport au corps et tout, parce que j'ai vu des mères c'est contrôler ce que leur fille mange, tu vois, des trucs comme ça. En mode, genre, c'est pour ton bien. Et après... ça a créé des troubles alimentaires et tout, donc je pense qu'il y a quand même, il faut faire attention et respecter aussi que tes enfants, c'est pas toi. Et je pense que c'est probablement difficile à faire, moi je sais pas, on n'a pas encore d'enfants, on ne peut qu'imaginer, mais je pense que c'est dur. Mais c'est important il faudra qu'on trouve cet équilibre. Et élever une fille ou un garçon, c'est des questions, je pense qu'on se pose pas les mêmes questions, bien entendu. Tu me parlais d'une vision féministe. Si tu élèves un garçon plus particulièrement, comment tu pourrais transmettre ça, sachant qu'il n'aura pas la même expérience que toi, parce que c'est un garçon. Comment tu aimerais qu'il voit les femmes? Déjà, je pense que je vais me poser 1000 questions et que je vais vouloir lire 1000 bouquins pour être vraiment au top.
et après peut-être que je n'appliquerai rien de ce que j'ai lu, mais j'aurais besoin de me sentir très préparée. Déjà, perso, moi je m'en fiche si j'ai une fille ou un garçon ou quoi que ce soit, ça m'est égal, mais si j'ai un garçon et une fille, je les élèverai exactement de la même manière, entre guillemets, dans ce sens-là, parce que je veux pas qu'ils sentent une différence de traitement. Par contre, je pense que un éventuel fils, je le ferais déjà, je m'assurerais qu'il a des relations saines avec ses copines, etc. Enfin, tu vois, j'essaierais vraiment de l'éduquer d'une manière à ce qu'il comprenne ces choses-là, vraiment en lui parlant beaucoup en fait, et en essayant de m'assurer qu'il consomme des médias quand il est jeune qui sont adaptés. Par exemple, moi ça me fait très peur, tu sais, ce truc de Andrew Tate. Tu sais, c'est cet influenceur masculiniste qui a été, qui est devenu hyper connu et qui a été arrêté en Roumanie il y a quelques mois. T'en as pas entendu parler? Je sais pas si c'est lui, je sais qu'il y en a un qui faisait des photos avec des meufs dans les piscines, des voitures, je sais pas combien. Ouais, il y en a tellement. Il y a un compte Instagram rempli de ce genre de photos. C'est peut-être lui. Mais je sais pas si il y en a beaucoup. Oui, voilà, donc ça. Bon, en tout cas, ce gars-là, voilà, il a été arrêté en Roumanie et tout. Apparemment, il serait potentiellement dans la traite d'êtres humains. Okay. Mais le problème, en fait, c'est qu'il est devenu super connu sur les réseaux sociaux. Et du coup, en fait, ces idées se sont énormément répandues, notamment en Angleterre. Et c'est hyper grave parce que beaucoup d'enfants en Angleterre commencent à... Il a ce truc où il dit à une femme « make me a sandwich ». Et t'as beaucoup de jeunes en Angleterre qui se sont mis à dire à leur prof « make me a sandwich ». Donc fais-moi un sandwich. C'est devenu le phénomène de... Voilà, donc c'est devenu le phénomène de cours de récré. Parce qu'en fait, moi avec l'algorithme de TikTok et tout, tu vois, il est devenu super, il a fait le buzz et tout, et du coup, tout le monde, beaucoup de gens ont été exposés à ces vidéos très très jeunes. Moi, ça c'est un truc qui me fait peur. Que mes enfants puissent être exposés à des contenus genre vraiment dégueulasses dès leur plus jeune âge sans que je m'en rende compte. C'est une de mes hantises. Donc je pense que tu peux absolument pas prévenir ce genre de truc entre guillemets, mais il faut que tu aies une stratégie qui contrebalance ça. C'est-à-dire soit tu préemptes le truc, si tu es au courant de certains trucs sur lesquels ils vont tomber, tu leur en parles avant qu'ils aient l'occasion de tomber dessus, et tu leur montres du contenu qui contrebalance ça aussi, tu vois. Genre pour qu'ils aient des trucs positifs à voir, à offrir, etc. Je pense que ne pas parler, c'est le pire truc que je puisse faire en fait. Ouais, les laisser dans leur coin pour apprendre des choses. On l'a fait avec toutes les générations passées jusqu'à la nôtre où on parlait pas avec nos parents, enfin en tout cas très peu. Et t'as vraiment ce truc que tu découvres tout seul, et quand t'es tout seul, tu peux être trop influençable et tout. Enfin honnêtement, je pense que ça c'est vraiment clé, je pense, de pouvoir parler. Après tu peux avoir des désaccords et tout, hein, mais bon, après si mes enfants ils commencent à être masculinistes, je les fous. C'est mort. Mais bon, il faut parler. Je pense que c'est super important. Vraiment. Je pense aussi. Et qu'est-ce que tu aurais comme mot pour les générations suivantes, mais en fait pour tout le monde, pour ceux qui nous regardent, celles qui nous regardent, ceux qui vont arriver, qui sont encore les tout petits, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? À leur souhaiter même, j'ai envie de dire. Soyez curieux. Je pense que être curieux de ce qui est autour de vous, de ce qui est loin de vous, juste comprendre le monde autour. Personne ne vous dit qu'il faut tout comprendre, tout savoir, mais juste être curieux, poser des questions, sortir de sa bulle tout simplement. Je pense que ça apporte plein de trucs sur le plan perso, pro, tout ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même pour les années à venir? Waouh, c'est une question difficile. Plus de soleil dans ma vie. Ouais. Franchement, du soleil, le soleil. Ouais, concrètement, méga concrètement. Plus de soleil. Franchement, le réchauffement climatique, c'est très mal. Mais je suis contente quand il y a plus de soleil à Paris l'été. Voilà. Non, mais voyager, découvrir. En fait, ce que j'aimerais faire, avant de mourir en tout cas, j'aimerais être allée dans tous les pays arabes. Ouais. C'est ce que je me souhaite, on va dire ça. Okay. Être allée dans tous les pays arabes. Voilà. Et pas genre 3 jours, tu vois. Ouais, genre mieux comprendre, c'est ça. Vivre et pas juste... Aller une semaine à Dubaï ne compte pas, pour que ce soit clair. Genre, c'est pas visiter les Émirats. Donc, voilà. Je te le souhaite. Je te souhaite que tu réalises tous tes projets à venir.
présent, que tu sois épanoui. Merci Et beaucoup. plein de curiosité encore. Toi aussi, merci. On vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut!